premiers éléments de débat. Alors, il faut réactiver votre micro. Non, on ne vous entend pas. Vous m'entendez? Oui, c'est très bien. Ma première réflexion, c'est que on s'y perd un peu dans l'inflation législative, dans l'inflation de dispositifs juridiques qui tendent à restreindre les libertés, dans le fait que nous soyons nous-mêmes pris dans des dispositifs psychologiques de peur. Nous sommes en état d'urgence sanitaire, nous avons peur d'être contaminés. Il y a un sentiment diffus de confusion et globalement, on a le sentiment qu'on s'y perd un petit peu par rapport à ce qui était des limites assez franches, tranchées antérieurement, entre ce qu'étaient les libertés, l'état de droit et ce qui ne l'était pas. On a un sentiment de confusion et je crois qu'il faut aujourd'hui revenir à des choses un peu plus claires et ce que disait François Sureau récemment, notamment dans son dernier ouvrage, mais également dans ses interviews, c'est quelque chose d'assez, enfin, qui peut être discutable, mais qui est assez tranché, qui peut être une base première de réflexion. C'est que l'État, le pouvoir, a une tendance naturelle à restreindre les libertés, à les réduire progressivement pour éventuellement avoir une plus grande efficacité dans la gouvernance d'une population. Et je pense que ça peut être une base de départ, de réflexion, même si après, bien évidemment, on pourra l'affiner, on pourra être un peu plus subtil dans le raisonnement, mais dans ces moments de confusion, il faut revenir à des choses ou à des principes historiques qui peuvent être plus clairs. Donc, si l'on considère que l'État, le pouvoir, a une tendance naturelle à restreindre les libertés pour assurer une plus grande efficacité dans la gouvernance d'une population, on se rend compte qu'on peut avoir une analyse avec une forme de continuité depuis 1955, depuis l'avènement des états d'urgence successifs, puisque la première loi sur l'état d'urgence date de 1955. On est dans le contexte de la guerre d'Algérie. Nous sommes dans le contexte de grands troubles à l'ordre public, d'attentats, et on va voir apparaître l'usage, l'utilisation de dispositifs juridiques exceptionnels qu'on appelle les états d'exception, et qui sont, alors auparavant il y avait l'état de siège, enfin il y a eu l'état de siège, mais il y a également celui de l'état d'urgence, qui est un dispositif un peu moins attentatoire aux libertés. Et cet état d'urgence, on va le voir, on va l'utiliser à certains moments historiques de la France, donc plusieurs fois après 55, 2005, avec alors il y a eu également 2005, donc avec les grands mouvements dans les banlieues après le décès de Ziad Bouna, qui a concerné un secteur géographique qui consiste dans les quartiers populaires. 2015, bien évidemment, avec les attentats du Bataclan. Et aujourd'hui, nous avons un nouvel état d'urgence qui n'est pas l'état d'urgence lié à la loi de 1955, mais qui est un texte qui s'en rapproche, qui a été calqué sur le mécanisme de l'état d'urgence de 55. Et cet état d'urgence sanitaire, on se rend compte que finalement, il y a dans le temps une augmentation de la fréquence des états d'urgence, des états d'exception. Plus nous avons effectivement une accélération de ces états d'exception. Ce sont des moments où nous avons un accroissement des réductions des libertés, voire une suspension des garanties fondamentales et des libertés fondamentales. L'état d'urgence sanitaire dans lequel nous avons vécu et dans lequel nous vivons encore un peu, et dans lequel, à mon avis, nous allons vivre
encore, puisque l'un des principes maintenant que nous savons des états d'urgence, c'est qu'ils se pérennisent dans le droit commun. On l'a vu notamment avec l'état d'urgence de 2015 qui est devenu la loi SILT, même s'il y a eu quelques modérations sur les dispositifs d'assignation à résidence et de perquisition administrative. Là, nous avons effectivement une pérennisation d'un certain nombre de dispositifs de l'état d'urgence sanitaire dans le droit commun, avec une constante finalement qui est importante, c'est que si l'un des critères de l'état de droit, c'est que les décisions administratives ou les décisions de police sont prises à la suite d'une habilitation législative, eh bien on a une sorte de renversement de ce paradigme avec un recours de plus en plus important aux ordonnances et un recours de plus en plus important, pardon, à un pouvoir normatif qui normalement aurait été dévolu au législateur, à l'exécutif ou à la police. On l'a vu notamment dans le cadre des attestations de sortie pendant l'état d'urgence sanitaire. On l'a vu dans la façon dont la police ou ceux qui étaient habilités à contrôler et à émettre à vérifier les attestations de sortie prenaient beaucoup de largesse et interprétaient à leur niveau la façon dont l'attestation devait être remplie, alors même que les textes ne parlent que de documents justifiant de la sortie. Eh bien, on voit que là, la police, les gardes champêtres, ceux qui avaient ce pouvoir de vérifier les attestations, ont décidé de ce que devait être une attestation correcte, alors même que nous sommes dans une restriction extrême de liberté. Effectivement, l'état d'urgence sanitaire, ça a été une véritable inversion du paradigme. Là où la liberté d'aller et venir était un principe, eh bien, pendant l'état d'urgence sanitaire, nous avons une liberté d'aller et venir qui est une exception. Globalement, pour résumer et pour laisser la parole à d'autres, il y a une accélération progressive de la réduction des libertés avec l'usage de l'outil état d'urgence et de l'outil état d'exception, même si ce n'est pas le seul outil qui est utilisé, on pourra en reparler plus tard. Merci beaucoup.